Donc je vais lire le dossier, chacun va répondre un par un. Et en lisant le dossier, en fait, je vais vous apprendre à lire les dossiers. Je sais que ça fait 25 ans qu'on vous le dit, qu'on vous apprend à lire. Mais moi, je vais encore vous apprendre à lire ce soir. Donc, vous voyez en consultation une patiente de 32 ans. Lorsque vous voyez une patiente en âge de procréer, il faut toujours penser à bêta-HCG. Donc ça, vous l'écrivez en marge à chaque fois. Professeur de lettres modernes pour diplopie. Il y a une semaine, alors qu'elle regardait la télé le soir, elle s'est aperçue qu'elle commençait à voir double et que la paupière gauche tombait. Donc là, vous écrivez ptosis. Donc il va falloir traduire tous les termes du texte en termes médicaux. Parce que souvent, maintenant, à l'internat, c'est comme ça. On vous donnera beaucoup surtout en psy, en neuro, on vous fera une grande description et vous devrez les traduire en termes médicaux. Donc ici, diplopie qui prédomine le soir, ptosis à gauche, donc c'est unilatéral. Elle a pensé que c'était la fatigue car la journée de travail avait été difficile. D'ailleurs, le lendemain matin, tout était rentré dans l'ordre. Mais depuis, ces épisodes de diplopie réapparaissent, surtout le soir quand elle est fatiguée. Donc c'est variable, comme ça rentre dans l'ordre, et ça récidive. Donc il y a un caractère, et en plus il y a le caractère donc, à la fatigue qui est répété. D'autre part, elle a remarqué que depuis un mois, sa voix s'affaiblit à la fin de ses cours. Ça s'appelle comment lorsque sa voix s'affaiblit ? Une dysphonie. Donc une modification de la voix, c'est une dysphonie. Ça peut aller jusqu'à l'aphonie où elle n'arrive plus à parler. Je ne dis pas que dans la myasthénie, il y a une aphonie, mais du point de vue sémiologique, lorsqu'on ne peut plus parler, c'est une aphonie. Donc là, c'est une dysphonie. À chaque fois que vous allez écrire ces mots-là, vous allez voir qu'on va vous les demander dans le texte. Donc rien qu'à lire le texte, vous allez déjà gagner 20 points. Enfin, elle dit avoir du mal à monter les étages, les 3 étages de son immeuble depuis quelques jours. Donc il y a une fatigabilité musculaire. À l'effort cette fois. Dans sa famille, sa mère est suivie pour une maladie de base d'eau. Donc là, vous pensez à maladie auto-immune. Antécédent de maladie auto-immune, c'est très important à noter. Quant à elle, elle ne présente pas d'antécédent particulier. On doit plutôt dire qu'elle n'a pas d'antécédent parce qu'on ne peut pas présenter des choses. C'est du français, c'est tout. Hormis un tabagisme chronique. Tabagisme chronique, donc là, vous écrivez qu'il faut l'arrêter. Quoi qu'il arrive. Donc l'arrêter et avec une aide au sevrage, avec une évaluation de la dépendance. Elle porte aussi des lunettes car elle est hypermétrope. Donc ça, l'hypermétropie, on en parlera tout à l'heure. L'hypermétropie, à l'internat, il faut penser à 3 choses, à 3 maladies. Je vous le dis maintenant, on le verra tout à l'heure. Il faut penser au glaucome aigu par fermeture de l'angle. Ça, c'est chez l'adulte. Il faut penser chez l'enfant au strabisme convergent. Et du point de vue des amétropies, il faut penser que les hypermétropes sentent plus rapidement ou ressentent plus rapidement la presbytie. Donc dès que vous voyez hypermétrope, vous écrivez ces 3 mots-clés. Glaucome aigu par fermeture de l'angle, strabisme si c'est un enfant, et la presbytie. Et la myopie, à l'internat, ça favorise les atteintes rétiniennes et de la choroïde. Donc myopie, c'est décollement de rétine. C'est tout. Cliniquement, les constantes sont normales. La patiente est apyrétique. À l'examen neurologique, vous ne trouvez pas de déficit sensitivo-moteur. Lorsqu'on vous donne des signes négatifs à chaque fois dans un texte, il faut les noter. Et ça s'appelle un signe négatif. Ils sont aussi importants que les signes positifs, parce qu'ils vont vous orienter. Donc là, il n'y a pas de déficit sensitivo-moteur. Les ROT, les réflexes ostéotendineux, sont normaux. Les RCP sont en flexion bilatérale. Donc l'examen neuro, il est normal. Conclusion, vous mettez examen neuro normal. Vous notez cependant à l'examen oculaire une diplopie horizontale. Horizontale, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'elle ne voit pas à l'horizon, soit à gauche, soit à droite. Donc c'est quel muscle qui est atteint? C'est soit le droit interne, soit le droit externe. C'est un des deux. D'accord? Homonyme. Homonyme, l'autre terme qui s'oppose à homonyme, c'est croisé. En fait, c'est au test au verre rouge. On place un verre rouge devant l'œil droit du patient et on projette un point rouge. Et on lui dit s'il le voit en dedans ou en dehors. D'accord? Si le point rouge, il le voit en dehors, ça s'appelle homonyme. C'est une diplopie homonyme. Et ça montre que c'est une atteinte du droit externe. Donc c'est une atteinte du droit externe, c'est une atteinte musculaire. Donc horizontale, on sait que c'est soit le droit interne, soit le droit externe, et homonyme, c'est forcément le droit externe. Ne croyez pas que c'est compliqué, parce que ça, c'est tombé à l'internat 2006. Hein. D'accord? Pour la patiente qui avait une CEP, elle avait une atteinte du 6. Donc elle avait une diplopie homonyme, et ça, il fallait le citer. Donc ça, c'est au programme, à connaître par cœur. Ensuite, lorsqu'on sait que c'est le droit externe, il faut le savoir, c'est
quel œil, si c'est le droit externe de l'œil gauche ou de l'œil droit. Donc là, on regarde quel œil est paralysé. Et ici, je pense que je vous mettais l'œil gauche. Donc avec une difficulté à porter l'œil gauche en abduction. Donc l'œil gauche, on n'arrive pas à le mettre en dehors. Donc c'est le droit externe de l'œil gauche. Voilà, là on sait quel muscle est atteint. Ainsi qu'un ptosis de l'œil droit apparu à la fin de votre examen. Et ça, c'est important de dire que le ptosis est apparu à la fin de l'examen, donc c'est apparu à la fatigue. Les pupilles sont quant à elles symétriques et réactives. Ça veut dire quoi quand les pupilles sont normales? C'est un signe négatif, ça aussi. C'est qu'il n'y a pas d'atteinte intrinsèque. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire, ce n'est pas grave, mais apprenez-le comme ça bêtement. Après, c'est compliqué, il y a plein de choses qu'on apprend bêtement pour le NC, mais lorsque les pupilles sont normales, il n'y a pas d'atteinte intrinsèque. Voilà, que pouvez-vous conclure de l'examen neurologique et oculaire? J'ai presque tout fait, maintenant il faut raisonner. Vas-y, celui qui a le micro. Là, on ne peut pas vraiment parler d'atteinte nerveuse forcément, parce que ça peut être au niveau de la jonction neuromusculaire, ce qui est le cas ici probablement. Quoi d'autre aussi? Sinon, le droit externe, c'est le nerf 6 normalement. En fait, là, il y a deux questions. Il y en a trois, on va dire. Ça, c'est les questions un peu difficiles. L'examen neurologique, il est comment? Je l'ai dit tout à l'heure. Il est normal. Donc normal, ça tu peux répondre déjà à la première moitié de la question. L'examen oculaire, il montre qu'il y a quoi comme atteinte? On voit un déficit de l'abduction, donc une atteinte du droit externe gauche. D'accord, donc ça tu l'as fait. Et puis il y a un ptosis, donc atteinte du muscle releveur de la paupière. D'accord, donc voilà, donc tu as donné l'examen neuro et oculaire. Qu'est-ce que tu peux dire concernant le nerf qui est atteint? Et tu justifies? On ne peut pas le dire. D'accord? En fait, ce que présente la patiente là, l'examen neurologique est entièrement normal. L'oculomotricité intrinsèque est normale. Elle a une atteinte du droit externe gauche et une atteinte musculaire de l'œil droit qui est le muscle releveur de la paupière droite. Donc ces deux muscles qui sont différents, ce n'est pas systématisé. Et ça ne montre aucune. On ne peut pas conclure sur cette atteinte-là. Lorsqu'il y a une atteinte du muscle, on ne peut pas savoir si c'est le muscle lui-même qui est malade, ou si c'est la jonction musculaire qui est atteinte, ou si c'est le nerf lui-même. Donc c'était ça la difficulté de la question. C'est qu'on sait qu'il y a une atteinte musculaire, on sait quel muscle est atteint, mais on ne sait pas à quoi c'est dû. Très probablement, c'est une myasthénie ici. Mais ce qu'il fallait dire, c'est qu'on ne peut pas conclure que c'est un muscle oculomoteur qui est responsable de tout ça à la fois. Ni le 3 d'un côté, ni le 6 de l'autre. Ça, on ne peut pas le conclure. Vous avez tous compris la nuance ou non? Si quelqu'un n'a pas compris, je lui réexplique. Donc l'examen montre une atteinte musculaire. Le muscle est atteint, mais on ne sait pas si c'est ça peut être une myosite, ça peut être une myasthénie, ça peut être une paralysie oculomotrice d'origine ischémique, tumorale ou autre chose. Vous avez compris qu'en fait, il y a la sémiologie, le syndrome, et il y a l'étiologie. L'étiologie, ça, on ne peut pas le savoir. Si on se limite à l'examen neurologique. C'est vrai qu'à l'internat, lorsqu'on vous dit l'examen, ça peut être à la fois les signes fonctionnels et les signes cliniques. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. C'est comme la prise en charge. Lorsqu'on vous demande une prise en charge, c'est la prise en charge thérapeutique, diagnostique et tout. D'accord? Lorsqu'on vous dit prise en charge thérapeutique, on se limite à la thérapeutique. Lorsqu'on vous demande un examen physique, c'est l'examen physique. Il y a beaucoup de preuves qui disent que tous les examens qu'on peut faire au lit du patient et assez rapidement et dont on a le résultat immédiat fait partie de l'examen physique. Donc, glycémie capillaire, ECG et bandelette urinaire, ça peut rentrer dans l'examen clinique. Voilà, bon, c'était la seule question difficile du dossier. Si vous avez compris ça, c'est beaucoup. Nous, à l'internat, à l'ENC 2006, on avait une atteinte du 6 pour la CEP. Faites attention au réflexe, au fait, parce que je me souviens que tout le monde avait écrit, parce que dans les atteintes, dans les abductions, dans la CEP, fait, tout le monde pense à quoi, souvent? Oui, à la norme, non, à l'ophtalmoplégie internucléaire. Le mot qui est un peu bizarre, vous ne comprenez pas ce que ça veut dire. Mais en fait, tout le monde avait écrit ça, parce qu'on avait eu 5 dossiers de CEP avec 5 ophtalmoplégies internucléaires, avec 5 atteintes des bandelettes postérieures. Et presque tout le monde. Moi, j'avais écrit ça au début, mais à la fin, j'ai revu je me suis dit, c'est un peu trop simple, ils sont en train de nous embobiner. C'était une paralysie du 6. Donc faites attention, connaissez bien votre sémiologie, et ça tombe à l'internat, ou à l'ENC.
Donc, quelle est votre hypothèse diagnostique, le voisin? Alors j'avais mis myasthénie généralisée sans critère de gravité avec trouble de déglutition ou atteinte des musculatures respiratoires. Devant le terrain, une femme jeune, des antécédents familiaux auto-immuns avec la maladie de Basedow. Ouais. À l'anamnèse, une fatigabilité à l'effort qui apparaît le soir avec une symptomatologie d'effort oculaire avec diplopie ou un ptosis qui est à bascule. Vous savez tout ce que ça veut dire à bascule? Tous. D'accord. Une paralysie oculomotrice ou aussi l'apparition d'une dysphonie à l'effort ou d'une fatigabilité musculaire pour monter les escaliers. À la clinique, donc il n'y a pas de systématisation neurologique avec un examen normal et apparition d'un ptosis à l'effort à la fin de l'examen. Voilà. D'accord, tout est bien sauf que tu as oublié de dire qu'il n'y a pas d'atteinte ni motrice ni sensitive. Il n'y a pas d'atteinte sensitive et que les réflexes étaient tous normaux et que l'oculomotricité intrinsèque était préservée. Ça, c'est les signes négatifs qui sont essentiels pour le diagnostic de myasthénie. Le diagnostic de myasthénie, il ne suffit pas de dire que c'est une myasthénie. Il faut dire si c'est généralisé, si c'est oculaire, si c'est néonatal ou autre chose. D'accord? Dans certaines copies, je voyais myasthénie tout seul. C'est faux. Il faut dire myasthénie généralisée. D'autre part, la classification de Serman, je ne sais plus comment elle s'appelle, elle est désuète. Donc ça ne sert à rien. Moi, je me souviens que j'avais posé la question au docteur Danziger. Lorsqu'il nous faisait les confs, il disait que ça ne s'utilisait pas tellement. Même si des gens disaient que ça permettait de guider soit la surveillance ou la thérapeutique. Mais vous n'avez pas à la connaître à l'internat. D'accord? Donc pas de classification de Serman à connaître pour la myasthénie, pour vous. Ensuite, question 3. Quel résultat serait en faveur de votre hypothèse diagnostique, Gémique? Enfin, je ne savais plus trop comment on disait, donc j'ai mis une décroissance progressive des potentiels d'action. Mais voilà. C'est presque ça. En fait, l'amplitude des potentiels d'action, elle diminue lorsqu'on stimule à une faible fréquence. Donc on stimule le muscle. L'EMG, il y a une stimulation et une détection. Donc lorsqu'on stimule le muscle à faible fréquence, il y a une diminution de l'amplitude des potentiels musculaires. Donc cette diminution s'appelle le décrément. Voilà. Et pour le test pharmacologique, je ne connais pas la molécule. C'est un test on demande à la patiente de faire des efforts et ensuite on lui donne un anticholinésterasique et on voit si c'est réversible avec ouais, c'est ça. C'est le traitement. prostigmine ou tensilon. Prostigmine ou tensilon ou tensilon. T-E-N-S-I-L-O-N. Ce qui est très important, c'est aussi un mot que tu n'as pas dit, c'est dans l'EMG, en fait, pour la myasthénie, il y a 3 mots-clés. Il y a le bloc neuromusculaire. Il y a le mot décrément, même si vous n'avez pas ce que ça veut dire. Décrément, c'est-à-dire diminuer. Je ne sais pas, vous pensez à l'anglais, c'est decrease. Decrease en anglais, c'est-à-dire diminution. C'est la même chose en français. Et incrément, c'est le contraire, ça augmente. En anglais, c'est increase. Ça augmente. D'accord? Donc, cherchez le mot en anglais, augmentation et diminution, vous allez voir, c'est la même chose. Et il faut penser aussi au mot basse fréquence. D'accord? Donc décrément, le bloc et basse fréquence. Le bloc, c'est la définition même de la myasthénie. Donc la myasthénie, c'est une maladie auto-immune due à un bloc neuromusculaire. Ce qu'il ne faut jamais oublier, je ne sais pas si je vous l'ai mis ici, voilà, c'est le résultat négatif. Le résultat négatif, à chaque fois qu'on vous demande un examen, le résultat d'un examen, toujours mettre si le résultat négatif élimine ou n'élimine pas le diagnostic. Ça nous tombait souvent dans les dossiers, par exemple dans le Guillain-Barré. Est-ce que une ponction lombaire négative éliminait le diagnostic? Est-ce que l'absence d'immunoglobuline dans une ponction lombaire, donc synthèse d'immunoglobuline intrathécale dans une ponction lombaire lors d'une CEP, est-ce que ça élimine le diagnostic? Toutes ces choses-là sont hyper importantes. C'est-à-dire qu'un signe négatif, il est aussi important qu'un signe positif. Par exemple, un truc qui est typique, qui tombe souvent, c'est la maladie de Horton. Vous mettez la BAT retrouve ça, mais si c'est négatif, ça n'élimine pas le diagnostic. Donc cette phrase-là, si c'est négatif, ça n'élimine pas le diagnostic, mettez-la tout le temps que c'est vrai. Il ne faut pas la mettre tout le temps alors que c'est faux. D'accord? Ne dites pas que je vous induis en erreur, mais lorsque c'est vrai, n'oubliez jamais de la mettre. Donc c'était les mots-clés, le test au réversol et le test au réversol prostigmine ou tout ce qu'on a, tous les médicaments qu'on peut utiliser comme test permettent une disparition des symptômes. Il y avait aussi le test du glaçon. Le test du glaçon, c'est lorsqu'il y a le ptosis, on met un glaçon sur l'œil ou on met une compresse humide, froide, et le ptosis disparaît.
Donc ça, c'était le test de glaçon. À connaître aussi qui est un test clinique. Là, j'avais demandé un test pharmacologique. Donc si un jour on vous demande un test clinique, il faut penser au test au glaçon. Lorsque vous voyez myasthénie, pensez à beaucoup de choses. Pensez à maladie, donc à chaque fois que vous voyez le mot myasthénie qui apparaît dans le texte, ou lorsqu'on vous le demande, écrivez sur le côté, maladie auto-immune, thymome, thymus plutôt, parce que c'est souvent associé à une hyperplasie ou à un thymome. Pensez donc, dans le cadre de la maladie auto-immune, à rechercher les autres maladies auto-immunes. Donc, faire des recherches d'anticorps, auto-anticorps. Et sachez aussi que c'est une maladie chronique, donc il y aura dans le traitement, la partie traitement, donc, tous les grands tirets qu'on doit sortir à chaque fois qu'il y a une maladie chronique. Ça, je vais vous le répéter. Donc, votre diagnostic est confirmé. Quelles sont les grandes lignes de votre prise en charge ? Donc, le traitement est ambulatoire. Le traitement étiologique repose sur un inhibiteur de l'acétylcholinestérase. Il faut donner une carte de myasthénique à la patiente, lui dire de ne jamais arrêter son traitement, de ne pas s'automédiquer, de lui donner une liste des médicaments qui sont contre-indiqués dans sa maladie. Lui dire d'arrêter le tabac, lui proposer un sevrage tabagique, une contraception efficace parce que je crois que la myasthénie est aggravée pendant la grossesse. Ouais, ça c'est un peu plus compliqué, mais au moins une contraception. Et une prise en charge à 100% et la psychologie. Donc toutes les maladies chroniques, que ce soit un diabète, un cancer, autre chose. Première chose, c'est information. J'ai vu une copie, quelqu'un m'a mis éducation de la patiente, informer de ça, pas informer, lui apprendre telle chose, mais s'il ne m'a pas mis le mot informer, le mot information, je ne compte pas de points. Le mot information, c'est le mot le plus important lors des maladies chroniques. Il faudra toujours le mettre. Donc, toute maladie chronique, première chose, c'est information de la patiente ou du patient. Deuxième chose, c'est prise en charge, donc le traitement de fond. Donc là, le traitement des fonds, c'est des anticholinestérasiques. Là, j'ai donné des détails que c'est à faible dose, à augmentation progressive et tout ça. Donc ça, c'est quand même à savoir. Ce n'est pas indispensable, mais sachez-le quand même. Donc traitement de fond. Ensuite, traitement en cas de crise. Donc le diabète, vous le dites, vous prenez l'insuline, tatati tatata. Au cas où vous aurez une hyperglycémie, dans le cas où vous auriez une hypoglycémie, vous devez faire ça. Donc traitement de fond, traitement de crise. Et ensuite, toutes les mesures associées. Les mesures associées, c'est toujours les mêmes. Toutes les maladies chroniques nécessitent un soutien psychologique. Une prise en charge à 100%, une surveillance. Il faut toujours dire aux patients, c'est une surveillance à vie. D'accord ? On ne va pas vous laisser dans la nature, ne vous inquiétez pas, on prendra en charge. Et dans ces cas-là, après avoir fait le traitement de fond, le traitement aigu, de crise, il faut voir les mesures associées. Les mesures associées, c'est souvent les règles hygiéno-diététiques, soit arrêter l'alcool, soit arrêter le tabac, soit mieux manger, soit faire du sport. Et enfin, des fois, on est obligé de mettre une contraception, donner des HBPM ou autre chose. Et là, spécialement pour les maladies qui sont très graves comme la myasthénie, le diabète et autre chose, il faut, le mot qui est aussi important qu'information, c'est le mot éducation. Donc éducation, ce que vous avez droit de prendre comme médicament, ce que vous n'avez pas le droit de prendre comme médicament. Vous devez porter une carte. Les patients sous AVK, c'est la même chose. Vous devez avoir une carte sur vous qui mentionne tout ça avec le centre de référence. Et surtout les conduites à tenir en urgence. Par exemple, les AVK, si ça saigne, si l'INR est trop élevé ou si au contraire il est trop bas, il y a un risque de thrombus, autre chose. Donc ça, ces mots-là, vous allez toujours les ressortir. À chaque fois que vous allez voir un diabète, que vous allez voir un cancer, que vous allez voir même une maladie de Ménière, c'est une maladie chronique qui est invalidante, il faudra sortir ces mots-clés à chaque fois. Voilà. Donc là, vous avez gagné au moins la moitié des points. Et ça, c'est les questions qui sont assez difficiles d'apparence, mais qui sont très simples lorsqu'on répond. C'est les questions qui commencent, quelles sont les grandes lignes de votre prise en charge. Et souvent à l'ENC, ça sera les grandes lignes. Et quand on fait les grandes lignes, ça fait des grandes réponses souvent. Moi, je me souviens, je baratinais pendant 3 pages, pour être sûr que ça tombe dessus. Bon, vous pouvez baratiner, mais que ça soit organisé au moins. Parce que si vous baratinez et que ce n'est pas organisé, ça c'est la pire des choses pour vous, parce que chercher les points, c'est chiant. Et je vous assure que les profs, ils ne cherchent pas. En tout cas, les correcteurs avec qui j'ai discuté, ils ne cherchent pas. D'accord ? Donc, même si vous mettez des réponses longues, organisez-les, comme je vous l'ai dit maintenant. Question 5. Acceptant difficilement les contraintes de sa maladie, la patiente présente quelques mois plus tard
Un syndrome dépressif. Elle consulte alors un psychiatre de ville qui lui prescrit du Xanax. Donc vous écrivez à côté benzodiazépine. Là aussi, vous écrivez à côté antidépresseur tricyclique. Toujours écrire. Hein. Lorsque vous lisez le texte, vous devez écrire. Vous allez voir qu'en écrivant, vous allez trouver, moi je dis à chaque fois, au moins un quart des réponses. Au minimum. 2 jours après le début du traitement, elle consulte aux urgences ophtalmologiques pour douleur aiguë de l'œil droit et baisse de l'acuité visuelle de ce même œil. Vous ne trouvez pas de notion de traumatisme à l'interrogatoire. Quel diagnostic évoquez-vous? J'avais évoqué un glaucome aigu par fermeture de l'angle de l'œil droit, secondaire à la prise d'antidépresseurs tricycliques. Donc il faut faire un examen ophtalmologique des 2 yeux, comparatif. À l'inspection, on va avoir un œil rouge, et à la palpation, il va être dur en bille de verre. Ensuite, quand on fait un examen à la lampe à fente, on va avoir une mydriase semi-aréflexique. Il faut faire une mesure du tonus oculaire. Ça ne veut rien dire semi-réflexique, je pense. C'est semi-mydriase. Mydriase aréflexique, oui. Semi-mydriase aréflexique. Ou mydriase aréflexique. Ouais. Qu'elle soit semi-aréflexique, le réflexe il ne s'arrête pas. D'accord? Mais vas-y, c'est pas grave. Il faut faire donc un examen avec les 3 miroirs de Goldman et une gonioscopie pour mesurer, pour voir qu'il y a une fermeture de l'angle de l'œil droit et qu'à gauche ce soit normal. Et voir une chambre antérieure qui soit étroite. Voilà. Faudra faire un fond d'œil qui lui aussi normalement sera normal. D'accord, il faut vraiment dire, et ça je l'ai rarement vu dans les copies, il faut donner les signes que vous allez trouver dans l'autre œil. Je vous dis que la patiente elle est hypermétrope et qu'elle fait un glaucome d'un œil. Donc quand vous allez donner les résultats de l'examen, vous allez donner le premier œil qui est atteint. Œil rouge, cercle périkératique, la semi-mydriase, l'hypertonie. Je ne sais pas si tu as dit l'hypertonie à 50 ou 40. L'hypertonie c'est au-dessus de, en tout cas pour vous en tant qu'étudiant, c'est au-dessus de 20, 21, d'accord? Après, l'hypertonie, il y en a qui disent qu'à 16, 17, c'est déjà une hypertonie. Mais vous, pour l'ENC, l'hypertonie, c'est à partir de 20 mm. Et le glaucome, c'est toujours au-delà de 40. C'est toujours très important. Il faut toujours, donc, je voulais dire, regardez l'œil adelphe, c'est-à-dire l'œil contralatéral. Dans le cas d'une hypermétropie, il va falloir vérifier l'angle, voir que la chambre antérieure, comme elle est hypermétrope, elle est étroite, parce que les hypermétropes, ils ont l'œil plus court, et les myopes, ils ont l'œil plus long. D'accord? Et s'assurer surtout qu'elle ne fait pas un glaucome de l'autre côté. Donc vérifier la tension oculaire de l'autre œil. C'est ça ce à quoi sert l'examen de l'œil contralatéral. Sinon c'était bien, dans la réponse c'était très bien. Il faut donner le côté de l'œil qui est atteint et dire pourquoi elle fait un glaucome. Donc le glaucome est dû à la prise d'antidépresseurs tricycliques, qui est un anticholinergique. L'angle de l'autre côté, il ne peut pas être étroit? Si, il peut être un peu étroit. Oui, elle pose la question, est-ce que l'angle de l'autre côté peut être étroit? Il peut être étroit, mais pas fermé. Et sûrement, il est étroit même. Il peut être étroit, ça dépend de l'importance de la fermeture, mais il peut être étroit, sans que la tension soit augmentée, sans que l'œil soit douloureux. Mais du point de vue de manière constitutionnelle, il est étroit. Voilà. Ensuite, l'examen clinique confirme votre diagnostic. Détaillez votre traitement immédiat. Donc, le traitement du glaucome à connaître par cœur. On l'hospitalise, on arrête ses traitements, le Laroxy, le Xanax. On fait un traitement hypotonisant, du Diamox intraveineux, du Mannitol intraveineux. Au niveau des collyres, il faut donner des collyres bêta-bloquants en l'absence de contre-indication, un collyre myotonique. Les collyres seront administrés dans les 2 yeux. Il faut un traitement antalgique et surveillance donc de l'acuité visuelle, de sa douleur, de sa pupille, de la disparition de sa semi-mydriase, du tonus oculaire. Bon, on s'en fout de la surveillance. Et le ionogramme. Ça, c'est très important. Bah, tu as tout dit. Bon, forcément, je pense que ta réponse, elle était organisée. Donc, comme d'habitude, la mise en condition, les mesures urgentes, arrêter les traitements. Le traitement principal, c'est le Diamox. Et si ça ne marche pas, c'est le Mannitol. C'est-à-dire qu'on doit diminuer la sécrétion d'humeur aqueuse. Et on doit diminuer, on doit diminuer la taille du vitré. Et c'est ce que permet en fait, le Mannitol. Le glaucome, vous savez, c'est le schéma, en fait, le bloc pupillaire et le bloc trabéculaire. Non? Oui? Je vous fais un schéma? Pas besoin. Donc, c'est-à-dire que le bloc... Bon, je vous fais quand même un schéma, alors. Je vais vous faire vite fait. Donc là, il y a la cornée.
Là, vous allez avoir la zonule, le cristallin qui est là. Et là, vous allez avoir, donc là, il y aura les corps ciliaires. Il y aura l'iris qui sera en semi-midriase ou en midriase. Et il va s'accoler au cristallin, l'iris. D'accord? Donc midriase parce que là, la pupille est très large. Comme il va s'accoler, là, les corps ciliaires vont toujours sécréter de l'humeur aqueuse. Toujours. Comme ça sécrète toujours de l'humeur aqueuse et qu'il y a un bloc ici, qui s'appelle donc le bloc pupillaire, l'iris va bomber en avant. Il va fermer là d'où normalement doit s'évacuer l'humeur aqueuse, qui est ici le canal de Schlemm ou trabéculum. Donc il y a un premier blocage qui empêche l'humeur aqueuse de passer en avant, dans la chambre antérieure. Et le deuxième blocage, il est là, ça va bomber en avant. L'iris va bomber en avant, il va provoquer un blocage donc, trabéculaire. Donc le but, c'est de diminuer la sécrétion ici, diminuer aussi la composante postérieure qui est le vitré. Donc ça, c'est le mannitol. C'est le diamox et le mannitol. Et ensuite, dès que la tension a diminué, on donne les collyres. Les collyres, souvent on dit qu'il faut attendre, alors qu'en pratique, on n'attend jamais. Parce qu'attendre que la tension abaisse ou comme ça, souvent, ça ne baisse pas aussi rapidement qu'on le veut. Donc on donne souvent des collyres. Donc les collyres, c'est soit des alpha-bloquants, la iopidine, soit des bêta-bloquants, soit dans d'autres bouquins, vous voyez la pilocarpine. Moi, je vous conseille de retenir la pilocarpine. Et la chose la plus importante à ne jamais oublier, c'est que ce collyre-là, il faudra le mettre dans les deux yeux. D'accord? C'est ce qui vous évitera d'avoir un 0 à la question. Et de garder au moins un œil chez le patient. Parce que s'il y a un œil qui est perdu, il ne faudra pas que les deux yeux partent aussi. Parce qu'elle a une myasthénie. C'est la question à la fin. Non, c'est les benzos, en fait, que ça pose problème d'arrêter brutalement. Pas les tricycliques. Non, ouais. Donc, dans les RMO, au fait, les RMO, en fait, ça n'existe plus. Depuis 2002, les RMO, c'était des recommandations donc, médicales opposables. Opposables, pourquoi? Parce que si le médecin ne respectait pas, il était sanctionné. Ça n'existe plus. Le Conseil d'État a changé ce truc-là. Et donc, c'est pour ça que vous ne voyez plus de RMO pour l'acné ou des choses comme ça, parce qu'avant, il y avait des RMO pour l'acné et des RMO pour les benzodiazépines ou autre chose. Mais sachez que c'est quand même toujours, ça a toujours une valeur. Et les RMO pour les benzodiazépines, ça, on disait qu'il ne fallait pas les prescrire plus de 4 semaines, ou entre 4 et 12 semaines à effet psychotrope. Et si c'était effet hypnotique, ce n'était pas plus de 2 à 4 semaines. Et ce qu'il ne fallait jamais donc relancer la prescription sans aucune raison. Il ne fallait jamais les arrêter brutalement, ne jamais commencer par des doses élevées, mais toujours les commencer par des doses la plus basse possible et ensuite augmenter progressivement. Donc tout ça, ces RMO, vous allez les retrouver. Elles s'appliquent aux benzodiazépines, pas aux antidépresseurs tricycliques. Les antidépresseurs tricycliques, vous, à l'internat, vous devez penser à glaucome aigu et adénome de la prostate. C'est ça pour vous, les antidépresseurs tricycliques. C'est quelqu'un qui est en rétention aiguë. J'aurais pu vous donner les antidépresseurs chez un monsieur de 50 ans. Et ça, c'est aussi un mot-clé à retenir, un réflexe à avoir. Tous les patients qui ont plus de 50 ans, tous les patients hommes qui ont plus de 50 ans, ils ont un problème de prostate, pour vous. Toutes les femmes de plus de 50 ans, elles ont une ostéoporose. D'accord? Tous les antillais, ils ont le diabète, ils ont la tuberculose, ils ont l'anguillulose, ils ont tout ce que vous voulez, d'accord? Non, mais ça marche tout le temps. Hein. Jusqu'à maintenant, ça marche. Moi, la première les seules sarcoïdoses que j'ai vues, c'était des antillais. Et c'est vrai tout ça. Donc, et les tuberculoses, c'est vrai que c'est toujours des gens qui viennent d'Afrique noire ou des Antilles. Ensuite, donc là, je pense que vous avez compris le mécanisme du glaucome aigu par fermeture de langue. Ensuite, le traitement qu'on doit faire, ça va être quoi? Parce que là, l'évolution, elle est favorable. Qu'est-ce qu'on fait après? Ensuite, il faut prévoir en fait un traitement préventif des deux yeux. Très bien. Avec donc un traitement par laser YAG, au niveau de l'angle irido-cornéen. Et si ça ne marche pas, prévoir un traitement chirurgical. C'est sûr que c'est laser YAG ou pas argon? C'est les deux. Hein. Il y en a un qui coagule et l'autre qui fait le trou. Donc voilà. Donc il ne faut pas s'engager dans les lasers. C'est ça la réponse. Il faut dire iridotomie.
Il y en a un qui coagule pour éviter... Parce que quand vous allez faire un trou sur l'iris, au fait, l'iridotomie, c'est ça, c'est faire un trou dans l'iris. Donc ça va saigner. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on coagule la partie dans laquelle on va faire le trou. Donc l'argon, c'est pour coaguler, et le YAG, c'est pour donc, faire le trou. Donc une iridotomie. L'iridotomie, elle doit se faire dans les deux yeux. D'accord? Parce que l'autre œil, il est prédisposé aussi à faire un glaucome, parce qu'il est hypermétrope, il a une chambre étroite. Et même peut-être que l'angle, il n'est pas autant ouvert que normal. D'autre part, si ça ne marche pas, l'iridotomie, on fait une iridectomie. Iridectomie, c'est-à-dire qu'on coupe l'iris. En fait, iridotomie, c'est ça. Là, vous avez votre œil, vous avez la pupille, et là, vous avez l'iris. D'accord? L'iridotomie, on va faire un petit trou ici, au laser. Si ça ne marche pas, c'est-à-dire si la tension est toujours élevée, à ce moment-là, on va faire une chirurgie. On va ouvrir ici, entre la cornée et la sclère, au niveau du limbe. On va ouvrir, et on va dire il y aura la cornée en avant et l'iris en arrière, et on va couper au ciseau. On coupe au ciseau cette partie qu'on a pas réussi à traiter par le laser. On coupe au ciseau, donc on fait un trou dans l'iris, mais au ciseau. C'est ça l'iridectomie. Dans le glaucome chronique, en fait, le traitement, c'est pas ça. Le traitement, c'est on ne touche pas à l'iris, au fait. Dans le glaucome chronique, on va carrément dans le canal, dans le trabéculum. C'est de la chirurgie trabéculaire, en fait. Dans le glaucome chronique, lorsque vous parlez de trabuculoplastie, trabuculectomie, iridectomie profonde, c'est là, au fait, qu'on va. Et on traverse la sclère et on va jusqu'au trabéculum. Ça, c'est trop compliqué, c'est pas à comprendre. Moi, je vous ai fait la différence entre iridotomie et iridectomie. Comme ça, vous la comprenez, et lorsque vous mettrez la réponse, vous saurez qu'il y a une différence entre les deux. Et vous comprendrez que l'iridectomie se fait après l'iridotomie. Donc voilà. Comment expliquez-vous la survenue de cette complication? Là, c'est une question qui est physiopathe, comme on peut poser à l'ENC, comme les questions sur l'œdème en 2004 ou sur l'hémoglobine A1C en 2006 pour nous, ou d'autres questions de physiopathologie qui sont un peu chiantes. Mais bon, ça tombe. Il faut être très simple et utiliser des mots-clés. Et au fait, moi, je ne demandais pas vraiment la physiopathologie, je voulais savoir pourquoi elle a fait cette complication, plutôt. Donc le voisin, il va répondre. La voisine, oui. La voisine, c'est vrai qu'on était déjà un monsieur. Je ne voyais pas. C'est pas grave. Donc, en fait, la patiente, elle est hypermétrope et l'hypermétropie, c'est un facteur de risque de glaucome aigu par fermeture de l'angle. Et en plus, elle prend depuis récemment du Laroxyl et donc, comme c'est un anticholinergique, c'est un facteur. Ça provoque une midriase. Ça provoque une midriase. Voilà. En fait, non, mais que si tu vas dans les sympathomimétiques, parasympatholytiques, ça c'est compliqué et faut pas se tromper. Il suffit de rajouter un lytique, un mimétique ou un para. Et moi, j'ai pas envie de vous l'apprendre parce que je suis sûr que vous allez l'oublier, et surtout le jour de l'ENC. Donc sachez qu'en tout cas que l'anticholinergique, que le Laroxyl, l'antidépresseur cyclique, est un anticholinergique, ça provoque une midriase. Comme un stress aigu, comme le fait d'être dans l'obscurité, ça provoque donc des midriases. En fait, les médicaments qui provoquent des midriases, c'est les sympathomimétiques et les parasympatholytiques. Bon, c'est pour... je pense pas qu'on puisse vous demander ça quand même, c'est compliqué. Et quelles précautions devra-t-elle prendre à l'avenir du fait de cette pathologie oculaire? Comme elle a été traitée soit par iridotomie, soit par iridectomie, elle n'aura aucune contre-indication pour les traitements. Du point de vue oculaire. Du point de vue oculaire, oui. Pas du point de vue de la myasthénie. Sinon, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bon, rien de particulier, d'autre. Donc, toujours penser pour l'hypermétropie, comme je vous ai dit tout à l'heure, le glaucome par fermeture de l'angle, la presbytie et le strabisme convergent. Et pour la myopie, le décollement de rétine. Ensuite, dernière question. À quel autre risque était-elle exposée du fait de la prescription du psychiatre? Moi, j'avais mis que il pouvait y avoir que s'il y avait un surdosage en benzodiazépine, ça pourrait faire une crise myasthénique aiguë, mais je ne savais pas pourquoi. Au moins, tu l'as dit, c'est bien. Non, c'était ça. En fait, les médicaments qui sont interdits dans la myasthénie, je ne sais pas si on vous a appris pourquoi ils étaient interdits. La myasthénie, c'est quoi? C'est une atteinte du bloc neuromusculaire. D'accord? C'est un problème de jonction. Et tous les médicaments qui touchent la jonction, qui vont atteindre la jonction, donc ça va provoquer, ça va aggraver le bloc. Les curares, les barbituriques, les quinines, les benzodiazépines, toutes ces choses-là donc, qui provoquent une dépression musculaire ou un bloc carrément qui augmente le bloc neuromusculaire.
elles sont contre-indiquées. Et c'est pour ça que dans certaines réponses, lorsque je vois que les antidépresseurs tricycliques sont contre-indiqués dans la myasthénie, moi je ne sais pas ça, peut-être que oui, mais en tout cas dans les recommandations, dans les cours sur la myasthénie, ils ne le mettent pas. Et d'autre part, les antidépresseurs tricycliques n'agissent pas sur la jonction neuromusculaire. Donc je ne vois pas pourquoi ça provoquerait un bloc. Donc là, le médicament qui était vraiment contre-indiqué chez elle du fait de sa myasthénie, c'était les benzodiazépines. Donc vous retenez que tout ce qui atteint le muscle, même le myolastan par exemple, ça atteint le muscle, ou les curares, toutes ces choses-là, sont contre-indiquées dans la myasthénie. Oui, tu avais une question? Non, très bien. Non, j'avais vu ça, une tête émerger. Donc voilà, ne jamais oublier dans ces pathologies-là que les médicaments sont contre-indiqués, comme la porphyrie, des choses comme ça, mais ça, je ne pense pas que ça puisse tomber à l'internat. Même si c'est des jolis dossiers. Pas de questions concernant le dossier. En fait, en grande partie, il était bien réussi, mais ce qui n'était pas très bien réussi, c'était la première question. Et après, il y a les détails de l'EMG. Il faut vraiment dire que lorsque c'est négatif, ça n'élimine pas le diagnostic. Il faut dire le bloc neuromusculaire et il faut aussi signaler le mot décrément. Concernant aussi la myasthénie, les pathologies donc, de la jonction neuromusculaire, il y en a une autre que vous devez connaître ou deux autres. Le botulisme, très rapidement, et surtout le syndrome de Lambert-Eaton, je ne sais pas comment ça se prononce, ou Eaton-Lambert, comme on veut. C'est un syndrome paranéoplasique, c'est-à-dire qui est associé, c'est des anticorps qui sont produits lorsque la personne a un cancer. Et c'est souvent des cancers à petites cellules, bronchiques à petites cellules. Et donc ça donne la même chose que la myasthénie presque. C'est une atteinte de la jonction. Sauf que ce n'est pas un bloc post-synaptique, c'est un bloc présynaptique. C'est des anticorps anti-canocalciques présynaptiques. Et c'est là qu'apparaît le mot incrément. C'est dans le Lambert-Eaton. Et pas dans la myasthénie. La myasthénie, c'est décrément, ça diminue, c'est decrease. Et l'autre, c'est increase, ça augmente. Et dans le syndrome de Lambert-Eaton, il faut voir une dernière chose, c'est que les réflexes ostéotendineux ils sont altérés et que contrairement à la myasthénie, lorsque l'effort augmente, le déficit disparaît. La myasthénie, si on fait un effort, ça s'aggrave, alors que le Lambert-Eaton, on fait un effort des fois, et ça c'est assez typique, c'est que le déficit disparaît, ça revient normal. Donc voilà, à penser surtout devant le cancer bronchique, à petites cellules. Devant le cancer bronchique, il y a quasiment tous les syndromes paranéoplasiques que vous pouvez trouver et imaginer.